Bonjour à tous, c'est Christophe de Jardinier Pro, donc architecte paysagiste et paysagiste en Haute-Savoie. Aujourd'hui, on va parler de permaculture pour les débutants, pour ceux qui souhaitent, avec leur petit jardin ou grand jardin, s'initier à la permaculture. Ce sera un peu votre fiche de route qui va vous détailler point par point qu'est-ce qu'il faut regarder dans son jardin pour essayer de tendre vers cette culture un peu naturelle, le fait de reproduire les phénomènes naturels qu'on peut retrouver dans la forêt ou à proximité de soi, et ben là on va pouvoir l'appliquer facilement grâce à cette fiche de route qui abordera la plantation, les plantes en pot, l'arrosage et le paillage. Donc on commence avec la plantation. Donc déjà, comment on va faire pour prendre soin de ces plantes? C'est-à-dire qu'on a fait sa plantation. Bon, vous savez comment on fait, hein, on prend le pot ou la racine nue, on étire bien les racines et une fois qu'on a fait un trou dans la terre suffisamment profond et qu'on a fait un mélange terreau-terre de jardin, on rempote, on replante la plante correctement, que ce soit un arbre, un arbuste ou quoi. Et une fois que ça c'est fait et bien tassé, et tout est bon, mais pour aller plus loin dans la plantation et prendre soin de la plante tout au long de sa vie, il va falloir la nourrir de façon régulière et naturellement. Alors, certains utilisent des engrais chimiques, c'est pas mon cas. Moi, je préfère avoir une démarche naturelle. Et pour ça, il faut pailler le sol, pailler sur moi je dirais presque 20 centimètres, mais pas n'importe quel paillage, parce que la couverture va être déterminante en fonction de si vous avez des arbres ou des arbustes, que si vous cultivez juste le potager. Alors, on va voir ces deux cas différents. Il faut déjà savoir que il y a deux couches importantes pour former un paillage efficace. Une couche d'azote, d'accord, et une couche de carbone. Et l'azote carbone, donc par exemple l'azote qui va être les déchets de tonte, ça c'est très azoté, et le broyat qui va être un élément carboné mais très dur à digérer par les champignons. Donc ce mélange-là, ça va être assez léger, moins lourd qu'un broyat et beaucoup plus nourrissant pour les bactéries en azote. Donc pour vos paillages, tous vos paillages, toutes les plates-bandes que vous cultivez, que ce soit des petits arbustes, des petites fleurs ou pour que ce soit tout ce qui est des plantes suffisamment costauds, là vous pourrez mettre un paillage. Par contre, là où il faut vraiment faire la différence, c'est dès que ça va être ligneux, les arbustes, les arbres, dès qu'on a quelque chose d'assez permanent finalement, il va falloir mettre le broyat et les déchets de tonte, mais pour tout ce qui est potager et plantes un peu plus sensibles comme les vivaces, comme les annuelles, là j'ai tendance à prendre un paillage beaucoup plus gentil, on va dire, avec simplement donc de la tonte toujours et de l'autre côté des feuilles, des déchets de feuilles qui sont tombées de l'automne. Souvent j'aime bien avoir des aiguilles de sapin ou des aiguilles de pin. Ça fait un super bon mélange. Et là, vous allez, pour votre potager, assurer une bonne croissance de tous vos végétaux. Même sans travailler le sol directement, vous pouvez effectuer un potager grâce à un bon paillage épais que vous préparez soit l'automne, soit l'hiver. Et donc, voilà les méthodes que j'utilise principalement pour aider des milliers d'employés dans mon sol. C'est-à-dire que dans le sol, il y a toute une vie. Il y a les lombriques, il y a les cloportes, il y a les carables, enfin, il y a énormément de vie, si vous voulez. Et toute cette vie, on va devoir la maintenir au chaud, finalement. La maintenir au frais l'été, les maintenir au chaud l'hiver, et ça fait comme leur maison. Donc, quand on a tous ces petits employés gratuitement dans son sol, autant
les inviter le maximum dans des endroits qu'ils aiment bien. Et justement, un paillage suffisant assure une plantation réussie. Ça, c'est la première partie, d'accord? Donc, en masse, l'idée, c'est de vraiment créer un sol vivant qui va être bourré de lombrics, qui va être bourré de petits insectes, etc., pour permettre les échanges plus facilement. Vous allez me dire pourquoi il faut faire des échanges. Tout simplement parce que toutes ces galeries que vont créer les lombrics, toutes ces petits trous que vont faire les insectes, etc., ça va aider à aérer le sol, à mélanger les couches, à digérer le sol de l'azote et du carbone. Principalement, l'azote, il est attaqué par les bactéries. Et le carbone, tout ce qui est broyat, etc., ça, dès qu'on va avoir des matières ligneuses, là, ça va être les champignons qui vont s'amener pour décomposer cette partie beaucoup plus dure. Et les deux décomposent. Et une fois que les décomposeurs ont fait leur travail, leur déjection va alimenter les plantes. Et c'est ça que les gens ne savent pas forcément, c'est que donc c'est tous ces éléments, une fois qu'ils sont relâchés dans le compost, dans le terreau, dans votre surface de culture, là on va avoir les éléments qui seront assimilables sous forme suffisante, sous forme d'azote, etc. Et on aura vraiment le produit d'un engrais performant. Donc non seulement en paillant, vous allez améliorer votre sol, aggrader votre sol, le rendre plus léger, mais en plus, vous aurez tous les intérêts de l'engrais que va apporter le paillage finalement, l'engrais progressif que va apporter le paillage, à condition de le renouveler tous les 6 mois. Généralement, moi j'en rajoute, il ne faut pas l'enlever, il faut rajouter des couches. Toujours le mélange suffisant pour les arbustes. Donc des déchets de tonte, c'est le plus souvent ce qu'on a. Ça peut être des déchets verts un petit peu, mais vraiment fins et sans lignine. Et à ça, j'ajoute du broyat BRF ou des plaquettes de bois pour directement les arbustes et les arbres. Et sinon, le potager, feuilles, aiguilles de pin, aiguilles de sapin, tout ce qui peut être marron, mais vraiment facilement assimilable et décomposable, plus du déchet de tonte. Alors, voilà à peu près les règles de base qu'il faut respecter en permaculture. 20 cm de paillage, ça fait pas mal. Et que ça soit pour le potager, pour l'ornement, pour même les petits massifs d'entrée, etc. Le paillage c'est super, on garde l'humidité du sol. Ça c'est super important l'été. Alors le paillage, juste un petit inconvénient, c'est le printemps. Le sol va se réchauffer un petit peu moins rapidement. C'est le seul désavantage, sinon il n'y a que des avantages, et notamment le fait de produire son engrais naturellement pour nourrir ses plantes. Donc, comprenez déjà, on ne nourrit pas la plante directement en injectant des engrais. Enfin, pour moi, c'est pas ce que j'aime. Donc, j'aime pas envoyer des engrais chimiques directement assimilables par les plantes. Sous la forme exacte que les plantes ont besoin, mais on va nourrir, on va tout faire, on va mettre en surface toutes des choses pour nourrir notre sol. Le sol, on va lui donner à manger, on va lui mettre des perfusions comme ça dans le système pour justement le doper et le rendre plus fertile. Et tout simplement avec l'eau de pluie qui va rincer les déchets de tonte, les déchets, et l'humidité ambiante chaque fois vont apporter tout ce qui est champignons et naturellement va dégrader le sol progressivement. On va retrouver à terme de l'humus comme on retrouve en forêt, en laissant ces couches se superposer, vous verrez que ça fait un super compost bien décomposé et qui, grâce à l'activité des lombrics qui les anéciquent, on va pouvoir avoir un échange et une terre qui devient de plus en plus noire, de plus en plus belle.
Donc comprenez bien qu'il y a tout ce processus, on ne nourrit pas les plantes, on nourrit le sol, et le sol après va nourrir la plante, et voilà. Et pour cela, il faut toujours respecter le rapport carbone-azote et que les deux choses soient apportées de façon homogène. Donc c'est pour ça qu'il faut bien mélanger ces deux couches. Mais c'est surtout que le rapport C sur N, s'il est respecté, on ne va pas avoir de fin d'azote. Le gros souci en permaculture, on lance beaucoup de cultures avec du paillage, etc. Mais il y a des cultures qui s'arrêtent net, surtout au potager. Et donc là, c'est des cas de fin d'azote. Ça peut se produire aussi sur des arbustes, mais le plus fréquent, c'est au potager. Et dans ce cas-là, ça bloque complètement la croissance des végétaux. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire attention aux fins d'azote. Et s'il y a fin d'azote, c'est qu'il y a eu un dérèglement. On a mis pas assez d'azote, pas assez de choses vertes dans notre paillage. Et les plantes en pâtissent. Donc voilà. J'ai fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire sur tout ce qui est arbustes et plantations et paillage. Maintenant, on va parler des plantes en pot, sachant que ça n'a rien à voir par rapport à la pleine terre. La pleine terre, je dirais, c'est le top. Parce qu'il y a tout. Bah, il y a tout, comme je vous ai expliqué, il y a de la vie, il y a tout. Euh, en pot, et moi le problème, enfin moi je vois beaucoup de mes clients qui cultivent en pot, qui ont beaucoup de plantes annuelles, vivaces ou même des rosiers, etc. En pot, et je trouve ça dommage parce que devant eux ils ont des milliers de mètres cubes de terre. Donc la plante en pot, elle a une utilité quand vous n'avez pas de terrain ou que vous voulez avoir des plantes un peu gélives, un peu qui craignent les gels. Donc on préfère le mettre proche des parois, des façades, comme le laurier rose, comme les lavandes ou des plantes qu'on aime bien fleuries à proximité. Bien que la lavande, c'est pas forcément le meilleur choix. Mais voilà, des plantes un peu plus sensibles, des oliviers, des palmiers, etc. Voilà, on va plutôt choisir les pots. Alors, c'est pas la meilleure des solutions hein, pour les plantes méditerranéennes, sachant qu'elles seront mieux à l'abri, mais en pleine terre qu'en pot. Mais souvent, dans nos climats, certains climats en France ne permettent pas de maintenir tout ce qui est plantes méditerranéennes en pleine terre, à plein vent, à -10, -15. Donc, on est obligé de les rentrer, les protéger. En pot, c'est vraiment différent. D'accord? On va toujours préférer des contenants beaucoup plus gros, d'accord, pour assurer la vie de la plante, qu'elle ne soit pas dérangée, pas qu'elle arrive au bout rapidement. On va toujours chercher, par exemple, pour une lavande. On prend le cas d'une lavande, il faut un pot de allez, 15 litres, ça va faire un pot assez gros, hein, pour vraiment que cette lavande, même presque à la fin de vie, elle ne soit pas étouffée dans ce pot, quoi, d'accord? Pareil, on va prendre un laurier rose. Un laurier rose, vous prenez minimum, au grand bas mot, 50 litres de pot. Ça fait un pot déjà beaucoup plus conséquent. Hein. 50 litres, c'est suffisant pour qu'un laurier rose devienne quasiment adulte, on va dire. Hein. Mais sans ça, on n'aura pas une surface de terre suffisante pour qu'ils se sentent bien et à l'aise. Donc préférez toujours ça, réfléchissez bien avant d'installer des plantes en pot. Et justement, parfois, moi j'apprécie les pots en plastique, même si c'est vraiment à déconseiller, parce que quand on a besoin des gros volumes pour prévoir la croissance de la plante, et ben dans ce cas-là, il faut vraiment prévoir des pots pas trop lourds, parce qu'autrement ça fait des sommes importantes à lever. Mais bon. Le nec plus ultra pour les plantes, c'est-à-dire des petites plantes, voilà, l'idéal c'est les pots en terre cuite, d'accord? Des pots en terre cuite, pourquoi? Parce que le pot en terre cuite, bien qu'il soit un peu plus lourd, dans des mesures de jusqu'à 15
15 kg, 15 litres, ça va. C'est pas encore trop lourd. Donc ça, je vous propose d'utiliser des pots en terre cuite. Il y en a qui sont peints, il y en a qui sont unis. L'idéal étant le uni, étant donné que c'est vraiment un matériau perspirant. S'il va transpirer, l'air va pouvoir en partie rentrer, enfin, en vraiment toute petite quantité, mais il y a un échange qui se produit. Alors que quand on a un pot en plastique, bah, c'est complètement hermétique, rien ne passe, il n'y a pas du tout d'échange. Et en ça, moi, je trouve que c'est très bien parce que la terre cuite, c'est un matériau bah, qui est naturel. Donc, honnêtement, autant utiliser ça. Et j'ai toujours eu des meilleurs résultats en terre cuite qu'en plastique qui chauffe énormément, surtout en été. Euh, Au niveau du terreau, voilà, on va parler du terreau quand vous êtes en bas, quand vous êtes, peu importe, hein. On va, enfin moi en tout cas, j'utilise principalement deux à trois types de terreau que j'apprécie très bien, autant pour les semis, autant pour les plantations de moyenne taille, autant pour les grosses tailles. Mais c'est surtout les petites plantes qui aiment bien un terreau de qualité parce que vu que les petites plantes n'ont pas beaucoup de racines au début, si sur ces deux trois racines elles trouvent pas les éléments ou les choses, elles n'arrivent pas à respirer correctement, elles vont végéter durant des années. Donc moi j'utilise BioBees et la marque Okishikana. Ces deux marques-là, c'est des terreaux de très bonne qualité. Pourquoi? Bah parce que ça fait partie des seuls terreaux qui, sur le marché, présentent des perlites. La perlite à proportion de 10 à 15% de perlite. C'est un matériau qui va drainer votre terreau, hein, qui va éviter la pourriture des racines. C'est très important. Donc c'est des terreaux peut-être un peu plus chers, mais ils ont cet avantage énorme. Et ils ont aussi de la fibre de coco et de la tourbe en quantité suffisante pour permettre une rétention de l'eau. C'est-à-dire quand vous ferez un arrosage à un moment donné, on va pouvoir emmagasiner beaucoup plus d'eau qu'un terreau classique qui va être tout de suite lessivé. Donc moi j'aime bien voilà, ces deux marques, je vous mets dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, ces marques-là au moins, c'est des, voilà, on va avoir des produits plutôt naturels et pas d'excès, pas de choses qui vont pouvoir griller les plantes. Alors que pour certains terreaux, il faut vraiment faire attention parce on a des choses qui sont faites pour les géraniums ou pour des plantes qui demandent énormément d'engrais, alors que une vivace, par exemple, elle va très mal réagir par rapport à un excès d'engrais. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre par sécurité des terreaux qui ont peu de matière organique, parce que souvent ils marquent dans le terreau compost, matière organique, etc. Ils rajoutent les couches plus engrais, plus machin, et du coup on a un terreau vraiment trop chargé. Alors là, faut oublier parce que surtout si vous faites vos semis avec ça, mais c'est mortel quoi. Et c'est pour ça que souvent on a que la moitié qu'on réussit, même pas. Alors qu'avec un bon terreau, vous avez une bonne base, ça part, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des billes d'argile au fond, bah, un pot idéalement en terre cuite, hein, des billes d'argile, un pot percé, toujours bonne remarque à signaler. Il faut toujours que l'eau s'écoule et qu'elle s'écoule pas en fait dans la soucoupe. La soucoupe étant là juste pour que le nettoyage de la terrasse soit plus simple. Mais une soucoupe doit jamais être pleine, elle doit toujours être vide pour moi, hein, parce que ça permet aux racines de respirer vraiment comme il faut. Donc au niveau de ça, moi je mets les billes d'argile, après je mets mon terreau BioBees ou Cana, ensuite je mets ma plante où j'ai pris le soin de bien, toujours pareil, hein, on écarte les racines, on les met correctement dans le pot et là on met du terreau tout autour et on tasse et on arrose après par la suite. Donc voilà pour ce que j'ai à dire sur les plantes en pot. Généralement, voilà, c'est c'est des choses assez simples. Je ne vais pas généraliser, mais disons que la plupart des plantes en pot, que ce soit
des petites plantes de 2-3 litres jusqu'à des plants, des oliviers qui peuvent être dans 100-120 litres. Là, moi, voilà. Après, voilà, comme je vous dis, un olivier, vous n'allez pas forcément le planter là-dedans. Plus on va être sur des plantes qui vont être ligneuses, plus on va pas chercher du terreau, mais il va falloir rajouter de la terre, d'accord? De la terre de jardin, ça va très bien. Plus donc un arbre, ça va nécessiter plus de la moitié de terre et peut-être un tiers de terreau, des marques que je vous ai dit. Et alors que des plantes vivaces, un terreau complet, ça ira, d'accord? Et un arbuste, on va faire moitié-moitié. Un arbuste de type abélia, de type arbustif comme ça, on va faire moitié-moitié. Et dans ce cas-là, terre de jardin et terreau vont faire un mélange léger quand même, mais avec de l'argile et des choses vraiment durables pour le temps. Voilà. Donc, bien sûr, après, on va parler d'un élément important qui est l'eau. L'eau en permaculture ou dans votre jardin pour respecter un maximum les choses et être sûr que l'eau qu'on apporte aux plantes soit vraiment bénéfique, soit optimale par rapport à les tests qu'on a pu créer en laboratoire pour savoir comment, à quel pH et à quelle électroconductivité la plante réagit au mieux, hein. Alors, on parle de pH, on parle d'électroconductivité. Euh, c'est deux choses qu'il faut comprendre quand on arrose. Bon, tout le monde va prendre un arrosoir, mettre l'eau de récupération d'eau de pluie ou le robinet et arroser. Voilà, bon, point barre. Mais quand on regarde de près, en fait, on a deux choses. L'eau de pluie, l'eau de récupération d'eau de pluie, c'est une eau qui va être pas du tout chargée. Mais alors vraiment pas. Et donc, pour ça, je vous invite à acheter un petit testeur EC-pH. Il y a deux tests en fait. C'est électronique, ça coûte une quinzaine d'euros. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour avoir le même que le mien. Et c'est tout con. L'eau d'arrosage que vous prenez, déjà, il faut qu'elle ait décanté une journée au moins. Rien que si vous prenez de l'eau du robinet parce qu'il y a du chlore dedans. Une fois que vous avez idéalement de l'eau de pluie, il ne faut pas la mettre pure, et de l'eau du robinet, il ne faut pas la mettre pure. Moi, ce que je fais, enfin, ce que je vous recommande, c'est de faire moitié d'eau de pluie, d'eau de récupération d'eau de pluie, et moitié d'eau du robinet. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que l'eau du robinet, elle est beaucoup plus calcaire, elle est beaucoup plus basique généralement, hein, dans la plupart des régions, à part en Bretagne peut-être, mais on va avoir des eaux beaucoup plus calcaires et beaucoup plus chargées au robinet qu'à l'eau de pluie, forcément. À l'eau de pluie, vous aurez zéro. Vous mettez les tests, l'électroconductivité, elle est à zéro quasiment, et le pH, il est super bas, donc dans l'ordre de 4-5 de pH. Alors, vous comprenez bien qu'une plante, dans l'idéal, d'après tous les tests, les meilleures conditions pour qu'une plante pousse, c'est 6,8 de pH. 6,8, pour la majorité des plantes vivaces, des plantes herbacées et des petits arbustes, ainsi que les arbres, mais ça c'est vraiment la base universelle, donc il faut se baser là-dessus. Et pour ça, bah, quand on a une eau du robinet qui a, on va dire 8, 9, 8, 9, voilà, par là, donc basique, elle va équilibrer l'eau de pluie, si bien que on va mettre peut-être un tout petit peu plus d'eau de pluie et après on rajoute l'eau du robinet. Et vous verrez que quand on arrive à 6,8, eh ben, l'eau elle est parfaitement équilibrée. Et pareil en termes d'électroconductivité, ça suit, c'est-à-dire que une eau du robinet, elle va être à 500, 600, 700, peut-être 800 micro-siemens par centimètre. Et l'eau de pluie, elle est à zéro. Donc quand vous mélangez les deux, on va pas être trop haut, on va pas être vers 1, on va être plutôt vers 0,5, ça va pas trop être chargé en éléments, que ce soit des micro-éléments, hein, bien sûr. Mais ça va pas être donc ça va pas être gênant. Pardon. Et en fait, ces micro-éléments, ils vont vraiment être indispensables
Donc l'eau de pluie seule, ça n'irait pas. L'eau du robinet seule, c'est trop chargé, c'est trop lourd. Donc moi, je fais toujours moitié-moitié. D'une façon générale, l'électroconductivité, on va la placer à moitié. Donc on pourra rajouter de l'engrais sans que ça soit trop sali, il y ait trop de salinité dans l'eau. On pourra rajouter un peu d'engrais. Alors qu'il y a certaines eaux, déjà du fait qu'elles soient trop calcaires, si vous rajoutez de l'engrais par-dessus, ça va faire un excès d'alcalinité, un excès d'engrais, et enfin l'eau sera trop chargée, et du coup ça va pouvoir bloquer plein de choses dans les arbustes, dans les arbres et dans les plantes, surtout au potager. Et dans ce cas-là, bah, il faut vraiment se gaver. C'est pour ça, euh, faites attention à l'électroconductivité. D'une façon générale, il ne faut jamais être au-delà de 1,5, donc 1500 microsiemens par centimètre. Voilà. Donc ça, c'est l'idéal. Et comme ça, si on est trop bas, en dessous de 500, c'est vraiment peu. Mais au-dessus, si on est dans cette tranche, 500, 1500, c'est une électroconductivité idéale. Donc voilà, on a vraiment vu le tour du truc, hein. L'eau, c'est vraiment quelque chose de indispensable pour les plantes, bien sûr. Il faut savoir bien régler autant l'électroconductivité que le pH. Et une fois qu'on a les proportions suffisantes, que l'eau est à température ambiante, là, on peut prendre son eau, on peut arroser ces plantes, alors toujours plus abondamment une fois tous les 3 à 5 jours que des petits arrosages tous les jours qui vont être néfastes finalement parce c'est des petits arrosages qui vont s'évaporer très rapidement, alors qu'un bon arrosage que l'on fait de, on va dire, mars à fin octobre, là on aura des très bons résultats si vous avez suffisamment d'eau, hein, bien sûr. Donc après, je vous ai un peu expliqué tout pour les arbustes, pour les arbres, mais il y a quelque chose que j'ai fait dernièrement, enfin ces quelques dernières années, j'ai utilisé et qui me permet en fait d'avoir des plantes, bah, c'est bête, mais des plantes qui poussent 2 fois plus vite, qui vont avoir un développement 2 fois plus important et qui vont fleurir 2 fois plus, enfin pas 2 fois plus importante, mais de façon à beaucoup plus abondante que habituellement. Et tout cela naturellement en fait. Et c'est des ingrédients en fait qu'on retrouve dans la nature. euh, des ingrédients qui vont vraiment faire quelque chose, le nec plus ultra pour les plantes, les plantes en pot, les plantes en bac, pour tout ce qui qu'on veut booster en fait finalement euh, dans une surface correcte mais pas excessive. Et dans ce cas-là, là j'ai des engrais, enfin pas des engrais, c'est justement pas des engrais, c'est des ingrédients vraiment spécifiques qu'on va mélanger dans le sol et qui vont permettre d'avoir un résultat spectaculaire. Alors c'est encore plus spectaculaire au potager, vous vous en doutez. Et ça, tout ça, je l'explique dans la formation sur la plantation, où j'ai rajouté ce bonus complet. C'est une formation qui est très très détaillée sur comment planter les arbres fruitiers, tout type d'arbustes en fait. Ça, on a mis moi, j'avais fait des séquences d'entreprise chez des clients où on montre vraiment comment on fait les plantations chez les clients et comment vous pouvez faire des plantations, une plantation de terre de bruyère, des cas spécifiques. Là, on est sur des paramètres totalement différents. On a parlé d'électroconductivité, de pH. La terre de bruyère, on est sur des pH beaucoup plus bas. Et on va utiliser voilà, des matières différentes, une plantation bien spécifique qui donne pareil des résultats exceptionnels. Vous verrez dans la formation, vous pourrez me dire les retours. Et bien sûr, je vous explique tous les ingrédients, les ingrédients, enfin le truc, la formule magique qui permet vraiment d'avoir des résultats complètement différents de votre voisin ou n'importe qui que vous connaissez. Donc tout ça, je le retrouve, je l'ai mis dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo sur la permaculture pour débuter vous aura vraiment aidé. Et je vous souhaite un très bon jardin à vous, un très bon jardinage à vous.
et je vous retrouve sur Jardinier Pro. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aidera beaucoup, et à partager au maximum. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous aimez, et à bientôt. Merci.